Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Florimond Hanoteau, chef exécutif à l'hôtel Montville et à l'hôtel Gold. Florimond vient du nord de la France et au Canada depuis 4 ans et demi. Il vient de rentrer à l'Académie culinaire de France. Salut Flo, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. On s'est connus, Flo, parce que on avait des amis en commun, mais aussi, on est allé au L'Overtand. Je ne sais pas si les gens connaissent. On avait fait des vidéos pour eux et tu avais fait à manger, tu avais fait genre 12 services. Effectivement. C'était Émile qui voulait ça, mais on l'a fait ensemble. C'était tellement hot. J'ai nommé dans l'introduction que tu viens rentrer dans l'Académie culinaire de France. Tu peux-tu juste nous expliquer rapidement c'est quoi l'Académie? L'Académie culinaire de France, c'est une association de cuisiniers. Cuisiniers, pâtissiers, bouchers, tout ce qui est métier culinaire. C'est une association qui est supposée faire rayonner la gastronomie française à l'étranger. Donc, elle est spécifiquement faite pour faire rayonner ça à l'étranger. OK. Puis, il y a combien de chefs cuisiniers qui sont dans l'Académie? Au Canada, je sais qu'on est une dizaine, Okay. Mais aux États-Unis, ils sont 200, 300. Okay. Puis en France, il y en a aussi qui sont là-bas. OK. Puis, pour qu'on comprenne un peu, nous, le commun des mortels, quel genre de prestige ça peut donner, ça? Est-ce que ça fait que tu deviens un des meilleurs chefs du monde ou qu'est-ce qui se passe? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'épreuve pour rentrer dans ce genre d'association. C'est une association qui reconnaît, certains chefs reconnaissent qu'on est arrivé à l'étape de notre vie où on va rentrer dans ce genre d'association. Donc c'est quand même une reconnaissance. Je dirais que ça apporte beaucoup de réseau parce que on est en contact avec tous les chefs de Montréal pour le Canada, mais à New York, ils sont en contact avec tous les chefs de New York aussi. Okay. Donc, du réseau, une reconnaissance, mais c'est pas quelque chose comme meilleur ouvrier de France où là, c'est une épreuve et des notations qui vont permettre d'avoir ce titre-là. OK, je comprends. Puis là, en fait, ton titre que j'ai vu, c'était tu étais chef exécutif au Montville, qui est un hôtel, et au Gold, qui est un autre hôtel à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire, chef exécutif? Chef exécutif, ça correspond, on est le chef de la cuisine, mais on n'est pas là à tous les moments de la journée pour cuisiner, parce que tout simplement, c'est pas possible. Donc, c'est notre nom qui est sur le menu, c'est notre nom qui est utilisé pour l'hôtel en général. C'est aussi nous qui gérons l'intégralité de la cuisine, mais c'est pas possible d'être là au petit déjeuner, le midi et le soir. Donc, on a un sous-chef exécutif, puis des chefs pour les départements qui sont concernés. OK, cool. Et pourquoi tu es chef dans des hôtels? Pourquoi pas dans un restaurant? Puis on dirait que souvent, quand on nomme ce grand chef-là est dans tel hôtel, est-ce qu'il y a un plus gros prestige avec les hôtels? Ou? Il y a plusieurs choses, puis je dirais que ça dépend aussi du pays dont on parle. Il y a un prestige en Europe. Souvent, les chefs exécutifs ou les chefs d'hôtel sont étoilés. Okay. Donc, c'est un prestige supplémentaire. Puis, il y a aussi des fonds et des moyens qui permettent de mettre en œuvre un restaurant étoilé dans un hôtel en Europe. Ici, c'est souvent des plus grandes équipes. Donc, il y a le prestige d'avoir une grande équipe. Aussi, il y a un beau chiffre d'affaires F&B qui permet de s'entraîner à faire des plus grosses choses. Mm-hmm. Après ça, j'ai été chef exécutif au Icanos pendant 3 ans avant d'arriver ici. Donc, je connais le métier de chef de restaurant. Mais j'aime beaucoup l'hôtellerie et la vie qu'il y a dans un hôtel qui n'est pas que de la restauration, c'est aussi de l'hébergement, c'est aussi du housekeeping. Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à la restauration que je trouve un petit peu fun. OK, cool. Puis, tu sais, des fois, on entend ça là, en cuisine, comme c'est rough en cuisine, c'est dur dans les cuisines, surtout pendant un service, tu sais, mets-toi pas à la mauvaise place, tu vas te faire crier dessus. Puis moi, j'ai travaillé dans un restaurant comme plongeur quand j'étais plus jeune, puis c'était un restaurant français, 4 étoiles, mais dans notre village qu'on habitait, puis c'était comme tout le temps à la dure, puis c'était tout le temps comme « Oui, chef! » Puis, tu sais, c'était comme toute cette culture-là. Est-ce que c'est ça partout ou c'est comme un mythe un peu? C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on a été voir l'avant-première du Plongeur, qui doit être en salle en ce moment, qui est un film québécois, qui parle un petit peu de cet environnement qui est compliqué, qui est difficile et qui est demandant pour les équipes. Moi, je ne suis pas du tout de cette école-là. Pas du tout. Je dirais que pour la petite histoire, 8 chefs, ce n'est pas quelque chose qu'on demande spécifiquement avec le chef. C'est juste qu'un service, c'est prenant, c'est beaucoup de stress. Quand tu annonces des plats ou des choses comme ça, tu as besoin de savoir que la personne t'a entendu. Et que le 8 chefs, c'est juste
quelque chose qui nous permet de se dire, OK, cette information-là, je l'ai donnée à cette personne-là, c'est fini, j'ai plus besoin d'y penser. Je comprends. Après, c'est vrai qu'il y a tout le monde a sa façon, puis c'est une histoire de management aussi. Donc, dans n'importe quelle équipe, tu vas avoir un management différent. Mais moi, je suis pas du tout de cette école-là. C'est quel style quand toi, tu gères ta cuisine? Bah, moi, j'essaye d'être le plus organisé possible et surtout, j'essaye que ce soit moi l'éponge du stress. Moi, je donne pas le stress à mes équipes, ça fonctionne pas. Selon moi, ça fonctionne pas. Ouais. Donc, j'essaye de prendre tout le stress pour moi, finir mon service, puis après ça, on discute des points qui n'ont pas bien été. OK, ouais, je comprends. Puis, est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires quand tu étais plus jeune, peut-être, que tu as vu ou tu as vécu, toi, que tu étais comme, oh, ça, c'est un plus intense? Oh, oui, mais ça dépend de la personnalité du chef en général. Mais j'ai travaillé un petit peu pour un chef qui était un petit peu plus à un niveau de cuisine qui était un peu plus demandant. Puis lui, il donnait tout son stress à ses équipes, dont moi. Puis c'est vraiment pas fun. Est-ce que tu as déjà su comme une assiette volée, puis là, tu peux te tasser? Ou... Pas une assiette volée, pas à ce point-là, mais surtout de la pression et de la psychologie, des remarques qui font vraiment mal à l'ego. Et ça me tente pas. Non, vraiment pas. Puis là, j'ai dit, tu es arrivé ici, au Québec, il y a 4 ans et demi. Mais peux-tu me dire, qu'est-ce que tu faisais en France avant? Pourquoi tu as décidé de venir ici? Est-ce que tu es venu direct au Canada? J'étais chef de cuisine en France. Je n'ai pas changé de métier. Je suis venu avec ma copine. À l'époque, on voulait juste découvrir un autre pays. On n'était jamais venu au Canada. Ça aurait bien pu être l'Australie, ça aurait pu être n'importe quel pays. C'était pas ciblé sur le Canada. Ce qui nous attirait, c'était la francophonie. C'est une certitude parce qu'on n'était pas des bons anglophones. Et donc, c'était vraiment plus facile pour nous de s'installer dans un pays où on parlait français. Mais on n'avait jamais essayé le Canada. On est arrivé, on a essayé, puis on est resté. Ah ouais, hein? Au début, c'était juste comme touristique? Ou... Non. On est venu, on a demandé un PVT, un Working Holiday. Ça permet de travailler directement. C'est vraiment plus facile. On avait le droit à 2 ans, puis après, on est rentré dans les démarches habituelles du nouvel immigrant, demande de résidence permanente. Puis comment tu as trouvé ça avec tout le gouvernement du Canada? Est-ce que tu trouvais ça simple, compliqué, long? Nous, on est tombé dans une très mauvaise période parce qu'on a été capable de demander notre certificat de sélection Québec qui permet de mettre en route la résidence permanente le 18 mars 2020. Cette date nous rappelle pas mal de choses. Donc, tout s'est ralenti, notre processus s'est ralenti parce qu'à ce moment-là, les administrations étaient vides. Puis, pour la petite anecdote aussi, à l'époque, dans le CSQ, il fallait fournir une carte de crédit que tu notais à la main pour pouvoir être prélevé des frais du CSQ. Puis j'ai perdu ma carte de crédit dans une station Bixi. Et j'ai appelé Immigration Québec à l'époque pour changer ma carte de crédit, mon numéro. Puis ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'ils processent le dossier puis qu'ils me le renvoient pour paiement refusé. Donc j'ai perdu un autre 6 mois. Ah non. Puis là, est-ce que c'est fini ce processus-là ou t'es encore en cours? On est résidents permanents tous les deux. Là. Nice, félicitations. C'est cool. Prochaine étape, citoyenneté. Ah, c'est la dernière, j'espère. Puis est-ce que tu veux rester ici toute ta vie ou... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. L'avancement de carrière est très intéressant. On gravit les échelons plus rapidement, je dirais. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Après, comme tout immigrant te dira, je pense, l'éloignement des familles, le moment où, hypothétiquement, on va avoir des enfants, ça fait qu'on va éloigner ces enfants-là de leurs grands-parents. Puis ça, je pense que c'est difficile pour tout immigrant. Ouais. Puis est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que tu voudrais dire, exemple, à des Français qui pensent à peut-être venir ici ou est-ce que tu as comme un conseil ou un truc à leur dire? Éviter de rêver au rêve américain et rester sur Terre. Il y a des bonnes opportunités, mais tout n'est pas si facile. Puis pour avoir vu beaucoup de reportages en France, le Canada a besoin de nouveaux travailleurs, etc. Je dirais que ça dépend de la branche et puis ça dépend de l'envie de s'intégrer assez rapidement, de se passer de produits, de se passer de la famille, et tout ça, c'est le challenge. Puis, je trouve ça intéressant, je viens de penser à ça. Est-ce que, parce que tu viens de la France, donc moi, dans ma tête, la cuisine française, c'est une des top cuisines un peu chic, luxueuses. Pourquoi tu décides de venir ici pour faire cette cuisine-là? Je dirais que j'avais déjà passé quasiment une dizaine d'années en France à travailler la cuisine française. J'aime beaucoup la cuisine française
c'est ce que je sais faire, donc c'est la facilité aussi. Ouais. Mais l'amener à l'étranger et aussi découvrir d'autres points de vue, c'est très enrichissant parce qu'au lieu de rester centré sur soi-même et ce qu'on sait faire, on tombe sur des gens ici qui ont essayé de mettre un peu de cuisine asiatique dedans, un peu de cuisine québécoise, un peu de cuisine nord-américaine en général. Et c'est ça qui fait découvrir des nouvelles choses plutôt que de rester focus sur cette cuisine française qu'on connaît puis qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. C'est intéressant parce qu'on dirait que je pense à ça, tu disais cuisine française, cuisine asiatique, puis c'est quoi la cuisine québécoise? Est-ce qu'il y a comme une cuisine, parce que là, tout le monde va penser au plat traditionnel, mais est-ce que tu peux tout de suite te dire, ah, ça, c'est québécois, ou cette façon de faire est québécoise? Ou... Je pense que je pourrais voir dans une assiette que c'est un chef québécois qui l'a pensé. Ah ouais? Parce que la chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé, c'est cet environnement cosmopolite. Okay. On va prendre à peu près... En fait, on cherche pas à faire quelque chose de ciblé français, ciblé asiatique. On va prendre le meilleur de tous les ingrédients pour en faire une recette. Okay. La force des produits, il y a quand même des produits super cool au Québec. Et sans doute que le chef québécois les connaît mieux que moi en général, donc va les utiliser peut-être plus dans son assiette. Okay. Et il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas le même cadre que dans la cuisine française où... et on ne dresse pas quelque chose de carré dans une assiette ronde. Je pense que le chef québécois s'est affranchi de ce cadre-là et puis fait ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Puis est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu fais dans tes journées, autant ici au Montville qu'au Gaulle? Ça ressemble à quoi une journée de chef exécutif? Ça ressemble à beaucoup de gestion et un peu moins de cuisine que ce qu'on pense, je pense. Je ne connais pas le quotidien de tous mes collègues chefs exécutifs et je pense qu'on a des rythmes différents chacun. Mais moi, j'ai des journées où je fais des choses parce qu'ici, c'est un hôtel syndiqué, donc il y a des règles qu'on doit suivre. On doit donner les emplois du temps de tout le monde le jeudi avant midi. Donc, je sais que le mercredi, c'est ma journée où je fais l'horaire de toutes mes équipes. Il y a des jours où j'ai beaucoup moins de choses à faire, comme un lundi. Donc, c'est le jour où je vais peut-être plus cuisiner, penser à des recettes, faire le tour de mes frigos, mes inventaires, etc. Le mardi, c'est une journée qui est beaucoup réunion. Donc, tout est échelonné dans la semaine pour que dans une journée, je fasse à peu près la même chose pour éviter de faire cuisine, puis je file en réunion, je cours, puis je fais ça, puis je fais ça. Au moins, j'essaye de compartimenter ma semaine. OK. Puis le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est comme les grosses journées de cuisine ou non? Le jeudi, je suis au Gold, justement. C'est la journée où je m'occupe du Gold. Le Gold, je suis plutôt un soutien. J'ai un sous-chef là-bas qui s'occupe de la gestion day-to-day de la cuisine. Donc moi, je suis un soutien pour les événements qui sont un peu plus gros, qui nécessitent plus de matériel pour être capable de les aider à faire ces banquets-là. Mais le day-to-day, petit déjeuner, lunch, c'est eux qui s'en occupent. Puis le vendredi, samedi, dimanche, le vendredi et le samedi, oui, c'est quand même bien achalandé au restaurant. Mais notre cœur de travail, c'est aussi les banquets. Et les banquets, comme c'est beaucoup de compagnies, ça va être du lundi au vendredi la plupart du temps. Donc mon horaire dépend. Il est variable en fonction de... Je suis là quand il faut être là, je suis pas là quand il faut pas être là. Puis est-ce que des fois, tu trouves ça lourd ou un peu chiant avec, je sais pas, l'horaire peut-être de ta copine, ta fiancée, qui est, toi, c'est le soir, ça peut être la fin de semaine, ou tu te retrouves quand même bien dans cet horaire? On s'adapte et un des conforts de chef exécutif, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gestion, donc il y a beaucoup de jours où je travaille pas le soir et je suis à la maison, donc c'est vraiment un confort. Puis je comprends aussi tous ceux qui veulent ce confort-là dans la restauration. Je pense que le Covid a amené aussi... cette envie de confort, on s'est retrouvés tous chez nous, puis on s'est dit finalement pourquoi on n'a pas le droit à ce confort-là et on est tous les jours au travail, tous les soirs au travail et tous les week-ends. Donc je dirais que j'arrive à faire 2-3 soirs par semaine, mais le reste en journée. OK. Cool. Puis on dirait que ça me fait penser à un peu cet échelon-là. Là, tu es chef exécutif. Est-ce qu'il y a comme un niveau plus haut que tu pourrais être ou comment ça fonctionne, les grades un peu de cuisinier? Dans la cuisine, non. Mais dans l'hôtellerie, dans la restauration, il y a aussi la partie salle, bien sûr. Et il arrive que les chefs exécutifs soient aussi directeurs de la restauration. Donc, tu cumules ces deux postes-là. Ça permet des fois d'organiser les choses vraiment comme tu le veux, sans avoir la personne en salle qui va peut-être pas penser comme toi. Et du coup, ça va être
très, très facile d'uniformiser le tout. Dans la cuisine, non. Dans la cuisine, tu peux être juste chef exécutif d'un plus gros établissement qui fait plus de chiffre d'affaires, qui a des plus grandes équipes. Il y en a beaucoup à Montréal. Donc, ce serait ça le projet. Puis, est-ce que toi, tu as passé de plongeur à chef exécutif ou c'est quoi que tu as fait? En une semaine. Non, clairement pas. Ouais. Et encore une fois, le Covid a accéléré des promotions. Okay. Je pense qu'avant le Covid, c'était un cheminement plus long, mais avec la pénurie de main-d'œuvre et le fait que des chefs exécutifs ont laissé leur place pour faire autre chose, parce que le Covid a quand même remis en question certains choix de carrière. Donc là, il y a eu une certaine promotion que j'appelle promotion Covid. Ouais. Mais sinon, non, c'est des échelons. Okay. Après, tu sais, il y a chef de cuisine où tu es tout seul avec une personne, chef de cuisine où tu es avec 10 personnes, chef de cuisine où tu es avec 100 personnes. Okay. Le métier est totalement différent. Il s'appelle le même, mais c'est pas la même chose. Je comprends. Mais il y a un échelonnement de cuisinier, sous-chef, chef exécutif. Puis toi, est-ce que tu as passé tous ces échelons-là? Ou... J'ai passé les premiers très rapidement. Okay. Mais parce que j'ai travaillé essentiellement dans des restaurants où j'étais avec une seule personne. Okay. Donc, en fait, tu apprends tout le métier tout seul, parce que finalement, tu fais tes commandes, tu fais ta recette, tu fais ton menu, tu fais l'intégralité des choses que tu dois faire. Et après, pour avoir des équipes, tu dois juste multiplier ça et déléguer ça. Okay. Mais assez rapidement, j'ai été chef de cuisine tout seul, dans une cuisine tout seul, ce qui m'a permis de tout apprendre. Ah, c'est cool ça. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu trouves ça comme c'est une chance que tu as eu ça comparé à d'autres personnes ou c'était comme plus dur au début? Ou... C'est des choix. Parce que je pense que des fois, c'est plus confortable d'être cuisinier dans une équipe de 10 personnes où tu as juste une liste de tâches que quelqu'un te donne. Puis tu fais des recettes que quelqu'un t'a données aussi. Ça convient à certaines personnes. Moi, j'avais envie d'être indépendant très rapidement dans mes choix et dans mes menus, dans mes recettes. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Donc, je pense que c'est un choix de carrière plus qu'autre chose. Mais après, c'est... Tout ce que tu sors de ta cuisine, c'est ton problème. Tu ne peux pas te décharger sur quelqu'un. Ouais, je comprends. Tu as 30 clients ce soir, tu es tout seul dans la cuisine, c'est à toi de faire les 30 clients correctement, sinon ils vont venir te voir ou ça ne va pas fonctionner. Ouais. Puis, mais là, ça me fait penser à ça, cette autonomie que tu parles. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir un restaurant? Et est-ce que c'est comme le but de tous les grands chefs d'avoir son propre restaurant ou non? À Montréal, je pense pas. OK. C'est définitivement très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui font bien leur métier. Je pense que pour s'installer à Montréal, soit tu dois avoir un nouveau concept, soit tu dois faire quelque chose d'excellent, mais tout de suite, parce que c'est concurrentiel. Quand tu choisis où tu veux aller au restaurant un soir, il y a tellement de choix, c'est infini. Donc pas à Montréal. Je pense que, comme j'ai toujours dit dans ma vie, je préfère voir toutes les erreurs dans les entreprises dans lesquelles je travaille et essayer de ne pas les reproduire parce que les gens ont tendance à l'oublier, mais les profits d'un restaurateur à l'année, c'est 2%. Ah ouais, hein? Donc, tes 2%, tu dois vraiment, vraiment, vraiment faire attention à les conserver, à ne pas faire d'erreurs. Et donc, je pense que je vais encore continuer à passer à travers quelques entreprises, voir les erreurs que je peux éviter le jour où je devrais me lancer. OK. Pourquoi pas, mais pas maintenant. OK. Puis, est-ce que ça serait un de tes buts que tu sais qu'un jour, tu vas avoir ton restaurant ou c'est pas ça? Oui, j'aimerais beaucoup, mais ce serait dans peut-être... Tu t'en vas sur une plage au Costa Rica, tu ouvres ton restaurant, là, ça, c'est quelque chose. Pas dans un environnement concurrentiel comme ça, où c'est trop compliqué de se positionner. Ça demande une étude de marché. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'ouvrir un restaurant à Montréal. Si tu as un restaurant au Costa Rica, je vais venir souvent. Tu vas venir? Est-ce que... ça me fait penser, tu disais, le profit d'un restaurateur, c'est 2%. Comment ça fonctionne, les salaires pour un chef cuisinier? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que c'est par année? Est-ce que c'est par service? Comment ça fonctionne? Depuis que je suis arrivé ici, c'est par année, en tout cas pour moi. Donc, pour les chefs, pour les cuisiniers, pour les chefs de partie, c'est à l'heure. Dépendamment de dans quel restaurant ou hôtel tu travailles aussi. Comme je disais, ici, on est syndiqué, donc tous mes cuisiniers gagnent la même chose à l'heure. Tous mes chefs de partie gagnent la même chose à l'heure. Puis toi, est-ce que aussi tu es syndiqué ou non. Non. Les cadres sont non syndiqués, sinon c'est trop compliqué parce qu'on est défendu par la même entité, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc moi j'ai toujours été payé à l'année, pardon. Les salaires, ça l'augmente. 50 000 à 200 000. Ah ouais, hein? Il ne dit pas de nom, là, justement, mais exemple, un chef d'un grand restaurant ou d'un grand hôtel, pas d'un restaurant parce que ça se peut qu'il soit propriétaire, mais exemple, un salaire d'un grand cuisinier,
au Québec, ça peut ressembler à quoi? C'est-tu 900 000? Non, non. 200 000? Non, je pense que c'est 200 000, c'est vraiment Beaucoup. le gros OK. salaire. Là. Puis est-ce que, tu sais, je me dis qu'avec tout le travail que ça prend, tu dois pas vraiment... Oui, tu regardes le salaire, mais c'est plus aussi parce que tu adores cette job-là, sinon tu changerais de travail, là, probablement. Là. Il y a les deux. Je pense aussi qu'à un certain moment de la carrière, tu choisis où tu veux aller parce que c'est prestigieux, parce que tu sais que ça va vraiment beaucoup t'apprendre, aussi parce que ça va compter sur ton CV. Il y a tout un choix à un certain moment de ta carrière que tu fais pas auparavant. Ouais. Mais ouais, à 35 ans, 40 ans, tu choisis des maisons qui t'intéressent parce que tu sais que c'est bien géré, parce que tu vas apprendre et parce que ça va être bien pour la suite. Puis toi, est-ce que tu réussis quand même à apprendre ici, même si c'est toi le chef exécutif? J'apprends souvent sur d'autres points. J'apprends de mon directeur d'hôtel, par exemple, parce qu'il a énormément d'expérience sur l'hôtellerie en général. Donc, j'apprends à ce niveau-là. J'apprends plus sur toutes les autres choses de l'hôtellerie qu'il y a autour de la restauration. Et à m'organiser. Les événements sont des fois plus gros, donc tu apprends en fonction de l'événement. Est-ce qu'il est gros? Combien il a coûté au client? Parce que plus il a coûté au client, plus tu dois donner de qualité et de choses un peu fancy. Puis est-ce que, tu sais, des fois, on voit, j'ai vu un truc, là, après, je vais parler des étoiles Michelin, mais j'ai vu comme sur TikTok l'autre fois une vidéo que c'était comme quand tu vas manger à un restaurant, puis il y avait tant d'étoiles Michelin, puis c'était comme, il y avait des bulles qui revolaient, puis là, ça l'attachait à un bâton, puis là, il y avait de la fumée, puis là, ça popait. Puis est-ce que ça, c'est comme la norme de plus que tu grossis à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, le client, il paye 1 000 son repas, je dois y donner de quoi de complètement fou. Non, je pense que c'est plus tu as d'étoiles Michelin, plus tu vas donner de qualité. Tu veux être sûr que ça soit vraiment top. Que l'expérience aussi du client devant, qui est donnée par les serveurs, elle soit aussi top. Mais moi, ce qui me stresse plus, c'est que les clients n'aient pas assez à manger lors d'une soirée ou quelque chose comme ça, qu'ils n'aient pas prévu assez à manger. Donc, c'est un événement, je sais pas, 15 000 $. Tu veux vraiment que le client n'ait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ouais, je comprends. C'est plus facile. C'est pas que tu vas donner une meilleure qualité au client qui dépense 15 000 $, qu'au client qui dépense 1 000. C'est juste que celui qui dépense 1 000, souvent, c'est un plus petit groupe. Je suis plus à l'aise de savoir exactement ce dont il a besoin. Puis c'est quoi le plus gros groupe que tu as servi? Bah, ici, la salle, c'est 120 personnes. Donc, c'est à peu près le plus gros groupe. Après, tu peux cumuler nos différentes salles de réunion, plus le lobby qui peut aussi accueillir une centaine de personnes. Donc, au même moment, dans l'hôtel, tu peux monter à 350, 400 personnes à servir. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup de nourriture. Puis est-ce que c'est difficile de gérer toutes les pertes puis toutes ces choses-là? Est-ce que vous jetez beaucoup de nourriture? Non. On jette pas beaucoup de nourriture. On a la cafétéria d'employés où on a quand même, on doit servir 75 à 100 employés par jour. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre à la cafétéria pour que les employés le mangent. Et après ça, on donne à des associations quand on a le droit de le donner parce que ça n'a pas été touché par les clients. Là, on peut le redistribuer pour des associations. Cool. Non, on jette pas. Non, c'est ça. Hein? Puis, c'est quoi, toi, ta spécialité comme chef? Par exemple, là, tu trouves un restaurant demain matin. C'est quoi la première chose que tu mets sur le menu? Tu veux dire en ingrédients? Non, comme un plat. Un plat, j'aime beaucoup, en France on appelle ça des noix de Saint-Jacques, ici on appelle ça des pétoncles, mais j'aime beaucoup associer le porc avec le pétoncle, je trouve ça vraiment très très bon. Ah, mais je me souviens qu'il y avait mangé le pétoncle bacon. Ah, c'est tellement bon, là. C'est ça, mais je pense que ce serait plus, si j'ouvre un restaurant, ce serait plus 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, et on change quand on a envie, quand on a fini. Je comprends. Toujours renouveler, parce que je pense que pour un cuisinier, refaire tout le temps la même chose, c'est pas... Puis, est-ce que chez toi, tu sais, exemple, tu dirais que tu veux tout le temps changer. Est-ce que chez toi, quand tu fais. Est-ce que c'est tout le temps toi qui fais à manger? Puis 2, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu te donnes ou tu fais juste des trucs full rapides parce que t'es tanné de faire à manger? Non, 90% du temps, c'est moi qui fais à manger. Good food ou cook it. Good food ou cook it, pas pour les recettes la plupart du temps parce que je sais les faire ou même des fois je les pimpe un peu. Mais plutôt parce que ils offrent la qualité d'avoir pour 2 personnes par jour dans un sac tous les ingrédients qu'il faut, donc tu jettes pas, c'est bien organisé, donc souvent good food ou cook it. Et puis, des fois, il y a un petit peu de bouffe qui va vite. Ah ouais, hein? Puis est-ce que des fois, tu te fais comme un exemple, là,
je sais pas, là, votre anniversaire de couple, est-ce que tu fais un fou souper ou c'est pas vraiment là-dessus? Je vais au restaurant. Tu vois ça? J'adore ça. J'adore ça. Puis comment... on parlait d'étoiles Michelin tantôt, là. Le podcast, ça roule, tous les sujets. Parce que je suis tellement intéressé par la cuisine, je trouve ça tellement cool. Puis je me demandais les étoiles Michelin. Comment un chef peut avoir une étoile Michelin? OK, je vais commencer par cette question-là. La facilité, souvent, c'est d'avoir soit fait une émission télé qui va mettre en avant ton profil. Donc, les inspecteurs du guide Michelin vont venir chez toi parce qu'ils ont vu que tu cuisinais bien dans une émission de télé. La deuxième, c'est d'être passé par une maison très connue. Admettons, tu as été sous-chef pour Alain Ducasse, qui a 3 étoiles dans plusieurs restaurants. Ils vont venir visiter le restaurant que tu viens d'ouvrir parce que tu es passé dans cette maison-là. La troisième, c'est d'attendre qu'il passe parce que tu fais de la bonne bouffe et attendre. Mais je dirais que les 2 premières solutions, c'est la plupart des chefs. Puis, est-ce que les chefs cherchent ça, de se dire « OK, je veux aller ça pour avoir mon étoile Michelin » ou ils se disent « Si ça la donne, puis c'est cool ». Il y a 2 profils. Il y en a qui cherchent ça et qui attendent ça. Je viens de recevoir pour Montréal en Lumière un chef qui vient de l'île du nord de la France qui a le profil pour en recevoir une incessamment sous peu. Et donc, on a vécu ensemble les moments d'attente parce que la cérémonie en France était lundi dernier. Donc, il attendait d'avoir un appel. Puis, c'est assez cruel quand même d'attendre que ton téléphone sonne pour te dire que tu vas avoir une étoile. En tout cas, moi, je trouve ça cruel. Mais comment tu sais que l'appel va venir? Est-ce qu'ils te le disent? Hey, il y a un chef, il y a un inspecteur qui vient? Oh non, ça c'est secret. OK. Il paraît, mais ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine qui a quelques trucs pour savoir si... Dans le film Burnt, on voit ça de comme il arrive, l'autre personne arrive, là, il dépose une fourchette à terre, mais pas faire de bruit, ces trucs-là. Je pense que c'est un peu intense l'explication. Je pense qu'il y a quand même des profils quand tu as un maître d'hôtel en salle qui connaît bien le métier. Il va être capable peut-être d'identifier une table comme étant hypothétiquement les inspecteurs du guide Michelin. Oh shit. Mais je pense que la vérité, c'est qu'on ne le sait pas et que les inspecteurs, ils sont peut-être totalement différents de ce qu'on imagine. Puis voilà. Puis est-ce que toi, tu as déjà pensé à changer un peu ton plan de carrière pour aller essayer d'aller chercher une étoile Michelin? Est-ce que ça serait ton plan un jour de dire j'aimerais ça aller travailler sur un sous-chef comme sous-chef vraiment étoilé pour en avoir une ou non? Non. Parce que je pense que la course à l'étoile Michelin, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais une fois que tu l'as, tu ne veux plus la perdre. C'est la pression est trop haute. Tous les ans, on voit des chefs qui perdent une étoile ou qui passent de 2 à 1 ou de 3 à 2. Et c'est tellement dur de devoir expliquer ça à tes équipes. On n'a pas été assez bon pour garder cette étoile Michelin. Ah, c'est fou. Je ne voudrais pas vivre ça. Puis est-ce que si tu en as une, tu serais content ou tu serais comme merde, là j'ai un curse de j'ai l'étoile? Ah, c'est sûr que si tu en as une, tu la refuses pas. Ça arrive qu'une fois dans la vie, mais je pense que la course après, pour la garder, ça doit être difficile à vivre. C'est tellement de pression. Tu as déjà la pression d'avoir ton restaurant, tu as déjà la pression de faire rouler ta cuisine, et en plus de ça, tu as la pression de ceux qui vont venir te visiter. On s'entend, ils peuvent venir un mauvais jour, ils peuvent venir un bon jour. Ça arrive dans tous les restaurants qu'il y ait des choses qui aillent pas. Et là, c'est toute l'année, tu dois te demander quand est-ce qu'ils viennent, puis tu dois attendre d'avoir le coup de fil pour dire ouais, c'est bon, tu la gardes cette année. Oh my God. Puis, mais lui, il attend, tu sais, le gars que tu parlais, le chef de la nord de la France, il attendait son appel, mais comme il attendait pendant une couple de mois ou il savait qu'il y a une journée qui était comme. C'est la semaine qui précède la cérémonie. OK. La cérémonie, c'est le lundi 6 mars. La semaine d'avant, il passe les appels pour dire t'es invité à la cérémonie parce qu'il faut déjà y aller. T'es invité à la cérémonie, t'as reçu une étoile. Oh shit. C'est tellement. D'ailleurs, on appelle pas ça une étoile, on appelle ça un macaron. Un macaron, ouais. OK, ben en désolé. fait, la forme, c'est un macaron Michelin. OK. Un macaron? Mais pourquoi tout le monde dit des étoiles Michelin? Aucune idée, parce que la forme ressemble à une étoile, sans doute, mais la vérité, c'est que c'est un macaron. Bon, ben, on apprend tous les jours maintenant. Puis, c'est tellement intéressant. Est-ce que tu penses que est-ce que tu es allé dans une école de cuisine ou tu as commencé? Non, j'ai appris... dans les cuisines. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui sort d'une école prestigieuse a plus de chances de réussir ou ça n'a aucun rapport? Je pense qu'il y a encore une fois 2 profils. Il y a des profils de gens qui ont été dans l'école la plus prestigieuse, qui ont appris vraiment carré et qui vont réussir dans la vie. Il y en a, ça ne va pas du tout fonctionner après dans le monde du travail parce que l'école, ça reste l'école, le monde du travail, ça reste le monde du travail. Et je pense qu'il y a une autre catégorie qui sont des artistes qui ont ça dans le sang, qui
ont aimé ça quand ils étaient jeunes, peut-être par leur père, leur mère qui cuisinaient à la maison. Cette catégorie-là, ils grandissent tout seuls dans le monde de la cuisine, parfois en passant par une école. Quand tu as les deux, je pense que c'est parfait. Mais tu as des cuisiniers, tu le vois tout de suite, ça va vite. Là, les associations de goût, comment on va faire ça, etc., comment on va dresser l'assiette. Et là, tu sais que c'est des artistes. Et toi, comment tu te considères? Moi, je suis quand je cuisine, vraiment petit comité, je vais être un artiste, je pense. Mais ici, je suis plus un gestionnaire qu'un artiste. Puis il faut aussi mettre en rapport, il faut sortir 100 personnes. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos équipements dans le temps qu'on a? Donc, les étoiles Michelin, c'est souvent, on aime bien regarder ça, mais souvent, c'est 25-30 personnes sur un service. Okay. Quand tu dois en faire 100 et que tu as 1 heure pour les faire, il y a des choses que tu dois organiser différemment et faire différemment. Et je pense que moi, je suis bon pour organiser ce genre de choses. Puis, est-ce qu'il y a comme un... Tu sais, parce que je me rappelle dans le film avec Bradley Cooper, le Burnt, il essaie de lui faire comprendre que, je pense, cuire sous vide, là, tu sais, c'est comme déjà emballé. C'était comme... c'est de thing, puis tout. Puis lui, il était comme, non, c'est pas de la vraie cuisine, je vais pas cuisiner dans des condoms, et c'est ça qu'il dit. Mais est-ce qu'il y a des pratiques comme ça que tu as dû adapter vu que tu es rendu dans une 100, 300 personnes? C'est ça. Il y a plein de techniques que tu adaptes. Il y a des choses que tu dois faire cuire avant sous vide, comme tu es en train de parler. Ça permet d'avoir une cuisson uniformisée sur tout ce que tu vas servir. Et on utilise des thermoplongeurs, puis on est à 70 degrés. Ça, tu le sers à 70 degrés, ça va vite. Okay. Donc là, on n'a pas le temps, admettons au 20e étage, de poêler un filet de veau et de le servir. Donc là, on le met au thermoplongeur, on le garde à 70, on le fait en longue cuisson et on le sert comme ça. Okay. Donc c'est là qu'on va trouver, des techniques qui vont nous permettre d'être bons dans le temps imparti. Okay. Mais il y a des gens qui vont s'opposer les cuissons, etc. C'est un long débat entre cuisiniers et entre chefs, parce que t'en as qui vont cuire ça comme ça, qui vont trouver que c'est la bonne cuisson, d'autres qui vont trouver que c'est tellement subjectif. OK. Puis est-ce que des fois, tu vas faire comme c'est le mauvais mot, mais des stages chez d'autres chefs parce que tu es comme, hey, j'ai une pause de 1 mois, l'hôtel est fermé pour l'été. Est-ce que je peux venir dans ton restaurant apprendre ou c'est trop compétitif, ça se fait pas, ça? Non, en tout cas, je pense qu'une fois que tu es chef, tu le fais plus. Peut-être que quand tu es cuisinier, mais déjà, j'ai jamais 1 mois où je peux aller ailleurs. Non, c'est ça. Et en plus de ça, je sais pas, oui, la compétition est peut-être tellement grande que ça ferait un peu espionnage. Ouais, OK, je comprends. Fait, est-ce que c'est un monde très, très compétitif entre les chefs ou tout le monde est friendly, tout le monde est ami? Dans l'académie, par exemple, on se connaît plutôt tous. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition sur ce point-là. On a tous un peu nos spécificités en tant qu'hôtel aussi. Le Hilton, par exemple, va être capable d'accueillir des groupes jusqu'à 800 personnes. Ouais. Je ne peux pas le faire. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de compétition. Okay, lui, il va prendre plus ces groupes-là. Moi, je vais prendre des groupes peut-être plus de 10 personnes parce qu'on a des petites salles qui sont bien adaptées à ça. Donc, non, je te dirais plutôt qu'on se connaît bien, on est amis. OK. Ça marche bien. Puis exemple qu'il y a un jeune, parce que là, je pense qu'il y a 2, 3 gars de mon âge, je pense que, ils avaient essayé des trucs au cégep, là, finalement, ils sont allés dans je pense faire un DEP ou à l'école d'hôtelière, tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces plus jeunes, ou peut-être qu'il y a des gens moins jeunes, là, qui veulent devenir chef dans des cuisines ou dans des hôtels, comme, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se rendre où que toi que t'es? Je pense qu'il faut apprendre à essayer de prendre des responsabilités le plus tôt possible, mais prendre des responsabilités en rapport avec ce qu'on est capable de faire pour ne pas se brûler non plus. Parce qu'il y a des jeunes qui vont vouloir trop de responsabilités, mais ça ne va pas fonctionner. Et après, tu as l'impression de vivre un échec. Donc, il y a des échelons importants et qui sont vraiment intéressants à passer, comme chef de partie, sous-chef, qui sont des échelons où tu as des responsabilités, mais tu as quelqu'un sur qui te reposer si ça ne va pas. Okay. Donc, je dirais de passer par ce genre d'échelons, qui sont des échelons à responsabilité, mais dans un environnement où il y a quelqu'un au-dessus de toi. Parce que prendre des postes de chef de cuisine dans un restaurant, comme je disais, tu es responsable de tout ce qui sort. Ouais. Tu es responsable quand tu n'es pas là. Tu es responsable de l'avis des clients. Il y a tellement de choses qui sont hypothétiquement stressantes pour un jeune chef. Le jugement des clients sur Internet, passé un certain âge,
tu es capable de passer au-dessus. Mhm. Tu sais que la cuisine que tu fais est bonne, tu sais que ça t'arrive de te rater, puis quand tu te rates, tu sais le dire aussi que tu t'es raté. Ouais. Mais pour un jeune chef, c'est tellement... Ça peut tellement être des échecs. Donc, prendre des responsabilités au fur et à mesure et savoir aussi se mettre avec les bonnes personnes pour apprendre. Quitte à changer de maison, si tu penses que dans l'hôtel ou dans la cuisine que tu es, tu vas pas apprendre, bah, change vite et va essayer de t'entourer des bonnes personnes. C'est intéressant parce que j'avais entendu un concept justement de ça, mais ça touche au même concept que tu parlais de prendre des défis, mais pas trop gros. Parce que c'est comme, il faudrait le voir comme un feu de camp. Donc, tu commences avec une petite flamme. Ça, c'est quand tu commences. Et après ça, tu mets un petit bâton par-dessus. Donc, tu donnes un défi à ta flamme, mais tu ne mets pas une bûche par-dessus. Puis de plus en plus, tu peux mettre de plus en plus, puis à un moment donné, tu es rendu à mettre des bûches, puis c'est un feu de bûche. Puis je trouvais ça beau comme analogie parce que tu sais qu'il faut des défis, parce que si tu mets rien, ta flamme va s'éteindre. Mais si tu mets des trucs trop gros, ça va s'étouffer. Fait que je trouvais ça, c'est comme un bon challenge de se dire, il faut que je mette le défi, mais le bon défi pour moi. Mais je pense que il y a apprendre à cuisiner, et il y a aussi apprendre à vivre avec toute la pression que ça impose. Et je pense que les étapes de responsabilité, c'est apprendre à vivre avec de la pression tout doucement, en arrivant au point où, ici, je suis responsable de ce qui sort de ma cuisine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit ou le matin, quand je me réveille, je sais que si quelque chose s'est mal passé à un moment, c'est ma responsabilité. Et ça, je pense que je suis capable de le vivre parce que j'ai eu tout l'apprentissage avant. Et je suis pas sûr que quelqu'un de jeune soit capable de vivre avec ça 7 jours sur 7, 365 jours par an. Puis est-ce que tu as déjà vécu un burn-out ou trop de stress parce qu'il y avait cette ambiance-là qu'on a parlé aussi, qu'il y a des chefs qui sont super stressants puis anxiogènes, plus le monde de la restauration qui est déjà anxiogène. Est-ce que tu as déjà vécu de quoi de vraiment pas cool comme ça? Pas vraiment, mais j'ai déjà eu l'impression d'être dépassé. OK. Puis c'est pas agréable d'avoir l'impression d'être dépassé. Tu te dis que t'as mal fait. La vérité, c'est que la plupart du temps, quand t'es dépassé, c'est que soit t'as pas les compétences, soit t'as pas eu les bons conseils qui t'ont été donnés, soit t'as pas assez de personnel ou d'aide de ton entourage professionnel. OK. Donc oui, j'ai déjà eu cette impression-là. Je me souviens que quand je suis venu de France, en fait, je voulais découvrir l'environnement de cuisine québécois sans être chef. Donc je suis revenu, puis j'ai postulé à des choses de cuisinier. Donc j'ai pris des places de cuisinier dans des établissements de Montréal, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, quels étaient les fournisseurs, les produits, etc. Puis là, c'était fun parce que là, tu rentres dans une cuisine, tu sais exactement ce que le chef de cuisine a comme pression et a comme chose à faire. Puis toi, tu es cuisinier et là, tu prends ton pied. OK, je comprends. Puis est-ce que tu as déjà, soit que depuis que tu es chef ici ou ailleurs, tu as parlé du Icanos aussi, que tu t'es dit, OK, ce soir-là, on a raté. On a tout manqué ou c'est rare? Pas raté, mais ça nous est arrivé, je pense, l'été 2021. Avant que j'arrive ici, on était... le Icanos, c'est une équipe de 15 personnes pour que ça roule bien. Puis là, on était 3. Oh, shit! Ouais. Puis on a pris 70-80 clients. On a un four à charbon de bois qui roule à 500 degrés. Donc, je pense qu'on a surcuit quelques trucs qu'on a refait. Mais c'est à la fin, tu sors du service et tu fais « Waouh! » Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 heures? Un service, c'est long, 17h à 22h30, 23h. Là, tu sors à 20h. Enfin, t'arrêtes ton service à 23h parce que tu sers ton dernier dessert. Je pense qu'on a tout réussi au final parce qu'on était quand même pro puis on voulait vraiment donner la meilleure expérience au client. Mais tu sors de là, tu as l'impression que tu sors d'un combat de boxe. Ah ouais, hein? Et est-ce que... Mais là, ça me fait penser, tu as parlé du dessert. Est-ce que toi, tu es capable de tout faire, même de la pâtisserie ou... Souvent, on fait une nuance entre dessert de cuisinier et dessert de pâtissier. OK. Dessert de cuisinier, c'est souvent des desserts qui vont être un petit peu cuisinés. Admettons des compotes, des tuiles, des choses comme ça. Donc souvent, il y a il y a une cuisson. Alors qu'un dessert de pâtissier, c'est souvent des ganaches, des choses qui sont montées, qui sont mises au frigo. C'est très différent. Donc, je suis capable de faire des desserts de cuisinier. Je suis pas capable de faire des desserts de pâtissier. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais un jour apprendre ou même pas? Je suis pas bon là-dedans. OK. Je me tâche. Parce que c'est drôle, parce que je repense dans le film, je recommence à reparler du film Burnt. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est la fête de... Je pense que c'est sa sous-chef, sa chef. Puis il dit un gâteau. Fais un gâteau. Il dit, j'ai pas le temps. Il dit, t'es un chef, merde. Fais un gâteau. Puis là, il a fait comme un fou gâteau. Là, trop cool. Est-ce que tous les chefs seraient capables de faire Non. Puis tous les chefs aiment pas ça. Je dirais que c'est vraiment deux professions différentes. Souvent, dans les hôtels, il y a un chef cuisinier, un chef pâtissier. Puis chacun son métier. Je comprends. Puis est-ce que
Est-ce que à quoi ça peut ressembler en quantité d'heures de travail tes semaines? Est-ce que ça peut être au-dessus de 40 souvent ou non? Ou... Oui. Encore une fois, des fois, je suis à la maison, puis je passe une demi-heure à faire quelque chose parce que je suis responsable de la cuisine quand je suis pas là. Donc, ces heures-là, elles sont difficilement quantifiables. Ouais. Je dirais qu'un bon rythme, c'est 45-50 heures pour avoir fait ton travail correctement. Mais c'est pas 70 heures comme ça peut être dans certains restaurants. Parce que c'est ça, j'allais dire, parce qu'on dirait que des fois, je vois tout ce qui se passe, puis je me dis, on dirait que ils finissent à 22 heures, ils arrivent chez eux à minuit, ils recommencent le matin. Est-ce que tu as déjà vécu un peu ce genre de rythme-là? Oui. Ah ouais. Souvent sur des événements, par exemple, on a fait Montréal en lumière il n'y a pas longtemps. Mercredi, jeudi, vendredi, on a fait 15 heures par jour. Wow. Je fais 45 heures en 3 jours parce que c'est nécessaire, parce que c'est un événement. Si tu es dans un restaurant, si tu travailles dans un restaurant, puis je le dirais aux jeunes qui sortent de DEP aussi, où tu as besoin de faire 15 heures par jour tous les jours, c'est juste que le gars, il n'a pas assez d'employés, il ne veut pas en payer assez, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le restaurant. Okay. Parce que normalement, tu peux faire en sorte de faire 9 heures, 10 heures par jour de temps en temps quand c'est bien achalandé. Mais si tu vas faire 70 heures par semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si tu conseillerais à un jeune qu'il se fait obligé de faire ça, de changer? Clairement. J'ai une dernière question avant qu'on passe au segment que je pose à tous mes invités. Ma dernière question, ça serait... Je vois beaucoup de chefs sur TikTok, je ne sais pas si c'est des chefs, excuse-moi, des cuisiniers sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui sont hyper populaires, là, comme très millions de vues. Après ça, il y a une chaîne YouTube qui monétise avec, ils font des recettes. Exemple que moi, j'écoute ça parce que je ne sais pas comment faire, exemple, une épaule de porc, puis je vais écouter leurs vidéos. Puis après ça, eux, ils sortent un livre, c'est best-seller. Après ça, ils sortent des produits, puis ils sont multimillionnaires. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a quelques-uns. Est-ce que toi ou / la perception des grands chefs, vous dites comme c'est pas des vrais cuisiniers ou ça te dérange pas ou comment tu perçois ces gens-là? Pas du tout. Je pense que ces gens-là, ils ont une aisance à faire ça. Je pense qu'on n'a pas tous l'aisance à parler, à faire du TikTok, à se faire filmer pour une recette. Donc, je pense que ces chefs-là, ils ont à la fois les capacités culinaires pour le faire et à la fois l'aisance d'avoir aussi une vie publique. Tout le monde ne veut pas une vie publique. C'est vrai. Donc, s'ils acceptent ça et s'ils sont à l'aise de faire ça et qu'ils gagnent leur vie comme ça, moi, je dis chapeau. Cool. OK, donc je passe à mes derniers. C'est 3 questions que je pose à tous mes invités. La première, ça s'appelle la question parfaite. Si tu veux t'asseoir avec 3 personnalités, peu importe c'est qui, qu'ils soient morts, vivants, gars, filles, de n'importe où sur la Terre, que tu peux t'asseoir avec eux pour un souper puis leur poser autant de questions que tu veux, ça serait qui les 3 personnalités? Paul Bocuse. Qui est qui a été meilleur ouvrier de France et qui a eu 3 étoiles au guide Michelin pendant très longtemps, qui est décédé il y a quelques années, je pense bientôt 7 ou 8 ans. Mais c'est un petit peu la personnalité culinaire qui a fait que les chefs sont connus maintenant. Avant, Paul Bocuse, le chef avait un tablier sale, était en arrière dans la cuisine, puis il faisait à manger. Lui, ça a été la personne qui a commencé veste blanche et un petit peu plus populaire. Donc, c'est quelqu'un qui a rendu service à la profession et surtout qui était un cuisinier hors pair. Donc, lui, le général de Gaulle, je pense. Parce que historiquement, c'est quelqu'un à qui j'aimerais poser des questions. Puis la troisième... c'est compliqué comme question. La troisième, je t'avoue que je sais pas comme ça. Je t'avoue que d'habitude, j'envoie ces questions-là, mais j'ai oublié. J'ai oublié de tes envoyer. Fait que j'ai comme pris un peu sur le fait, mais je comprends. La troisième, c'est difficile à choisir. Peut-être quelqu'un comme Gandhi ou quelqu'un qui a fait des choses incroyables pour le monde et j'aimerais savoir d'où il tenait sa force ou quelque chose comme ça. J'adore. Prochaine étape, c'est réponse rapide. Okay? Donc, je te pose 4 questions. Tu me dis juste une réponse vraiment rapide, pas d'explication, pas rien. OK? Ton projet le plus marquant? Venir au Canada. Ton plus bel achat? Ma montre. Un rêve secret? Secret? J'ai pas beaucoup de secrets. Secret que, exemple, t'as jamais dit publiquement. Aller habiter sur une plage avec ma copine, ouvrir un restaurant table d'hôte, puis laisser tomber mes amis. Ta meilleure habitude de vie?
Ma meilleure, courir minimum 3 à 4 fois par semaine. J'aime ça. Ça vide ma tête en plus. J'allais dire, j'ai pas posé ça comme question avant qu'on passe au dernier segment. Est-ce que ton alimentation en tant que chef, elle est bonne? T'sais, est-ce que tu trouves qu'elle est saine ou c'est dur de bien s'alimenter? Je parle pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui vivent comme ça. Moi, je mange pas le midi. OK. Donc, je mange uniquement le soir. OK. Je dirais que c'est pas sain. Je pense que si je parlais de ça à une diététicienne, elle me dirait non, Okay. c'est pas sain. Parce que je mange beaucoup le soir et rien du tout le midi, donc c'est forcément pas sain. À part ça, sinon, je pense que je mange comme tout le monde. OK. Puis est-ce que dans des services, tu fais juste comme grignoter tout le temps? Ben, c'est pour ça que je mange pas, je pense. OK. Tu sais, tu cuisines un truc, tu le goûtes. Tu cuisines un truc, tu le goûtes. Et puis, tu es tout le temps dans la nourriture, donc tu n'as pas forcément envie de manger à midi. Par exemple, sur des journées de gestion où je fais que des emplois du temps, j'ai faim le midi. OK. Donc c'est vraiment cuisiner, je pense, qui fait passer la faim et qui ne te permet pas d'avoir envie de manger. Je comprends. Dernière section, c'est under ou overrated. OK? OK. Je sais pas si tu sais un peu c'est quoi. Donc, underrated, c'est comme... Sous-noté, enfin sous-côté, sous-côté, sur-côté. Exact. Sous-évalué dans... Je peux te répondre en français parce que mon accent anglais Oui, est... tu peux répondre en français. OK. Donc, un junior au poulet chez McDo. c'est surcoté. Surcoté. Ouais. Un steak Wagyu. Surcoté. Un biscuit aux pépettes de chocolat. Sous-côté. Costco. Je suis jamais rentré T'es dans jamais un rentré? Costco. OK. Nerd parce que tu ne sais pas. Street food. Tu sais, la street food, n'importe où. Sous-côté. Sous-côté. Ouais. Un pâté chinois. Ça dépend qui le fait, mais je dirais en général sous-côté. OK. Sous-côté? Ah, ouais. Moi, j'aime pas ça. Je dirais sur-côté. Genre, La cuisine, c'est subjectif. C'est mais vrai, si c'est c'est bien vrai. fait, c'est réconfortant. Ça rappelle quelques plats de grand-mère française aussi qui sont quand même... OK. Gordon Ramsay. Surcoté. Surcoté. Ricardo. Ricardo, je sais pas. Moi, je trouve que ses recettes sont vraiment cool OK. et qui parlent bien aux gens qui connaissent pas forcément la cuisine. Donc, peut-être en tant que chef surcoté, mais sinon, je serais d'avis à être entre les deux. Là. OK. La musique classique. Sous-côté. MasterChef, l'émission de télé, ou n'importe quel genre d'émission Top Chef. Ou je sais pas Surcoté. trop. Surcoté. J'aurais dit sous-côté dans les premières saisons la plupart du temps. Ouais. Maintenant, pour moi, surcoté, beaucoup trop de montage, beaucoup trop de... on en a perdu la cuisine pour ce côté Le drama. TV show. Puis, ouais, je comprends. Bon, et merci beaucoup, Flo. Ben, je t'en prie. Si les gens, vous voulez venir goûter à la cuisine de Flo, Montville, à Montréal, si vous venez pas de Montréal, ben désolé. Ou sinon, l'hôtel Goat, si vous êtes beaucoup plus riche que moi. Merci, Flo. Tout le succès du monde, j'espère. Ça m'a fait plaisir. Merci. That's it, mec.